Bonjour à tous, dans cette vidéo où on va s'attarder à l'algorithmie du système de log qu'on va intégrer dans notre robot de trading. Comme on a vu dans une vidéo précédente, un robot de trading est un logiciel embarqué avec des fortes contraintes temps réel. C'est-à-dire que c'est un robot qui va travailler dans son coin, mais on veut avoir des informations de ce qu'il fait. Et pour ça, on va voir différents traitements, on va vraiment tout détailler pour regarder ce que doit faire ce système de log, à quoi il peut servir, quels sont les intérêts, les avantages, les inconvénients, enfin voilà, on va tout voir ensemble juste après le jingle. Donc comme on a vu dans la toute première vidéo, le robot, en fait, le robot de trading, eh bien, c'est un système embarqué avec des contraintes temps réel, c'est-à-dire qu'il peut arriver n'importe quoi pendant son fonctionnement, et c'est une boîte noire. D'ailleurs, j'ai écrit en noir. C'est une boîte noire et on ne peut pas savoir ce qu'il fait. Et donc pour ça, on voit bien qu'il y a un besoin pour comprendre son fonctionnement, pour suivre ses actions, pour le corriger, pour regarder si on ne peut pas l'améliorer. On doit avoir, c'est impératif, on doit avoir un système où on puisse regarder, hop, c'est comme ça, avec les yeux, on veut regarder ce que fait le robot. Si on ne peut pas le faire, on ne saura jamais s'il travaille bien comme on a vu, enfin comme on a analysé, on ne saura jamais rien. Donc il est obligatoire d'avoir un système qui regarde ce que fait le robot. Pour que le robot nous informe de ce qu'il fait, avec MetaTrader, on a plusieurs solutions. La première solution, c'est des messages à l'écran. Pour ça, il faut gérer des interfaces, il faut gérer du texte, il faut gérer une profondeur, une taille et tout ça. Bon, on peut le faire, mais c'est pas forcément facile. On peut encore faire pire, et oui, c'est un peu tout ce que je fais dans mes indicateurs et mes logiciels et mes robots, c'est carrément avoir un genre de cockpit où on puisse avoir des multifenêtrages pour aller voir la profondeur des messages, détailler, on peut même paramétrer des interfaces. Enfin, ça devient une usine à gaz que je fais, donc je peux vous dire que c'est une usine à gaz, qui en fait apporte juste la satisfaction du programmeur d'avoir fait quelque chose de compliqué, mais est-ce vraiment utile dans le cadre d'un robot de trading? Sincèrement, non. L'autre solution, c'est de faire tout bêtement ce qu'on appelle des prints. C'est l'instruction print, en fait, si vous faites de la programmation avec MQL4. Le print envoie un message dans un système de fichiers qui est géré par MetaTrader. C'est un fichier de log aussi, hein, mais c'est propre à la plateforme MetaTrader. C'est un peu ce qu'on va faire. Franchement, c'est un peu ce qu'on va faire. Quand vous faites un print, le problème c'est que ça va enregistrer ce message parmi tous les messages que génère la plateforme. Si vous avez uniquement le robot et uniquement lui et que vous ne touchez à rien d'autre, effectivement, les messages, on va avoir essentiellement ceux du robot. Mais pas que, parce que si jamais le robot ouvre un ordre, ou il modifie un ordre, ou il clôture un ordre, en fait, dans la plateforme MetaTrader, on va aussi avoir des messages qui seront en relation avec les opérations faites par le robot. Mais ça ne sera pas écrit par le robot, mais plutôt par la plateforme. Ça va tout mélanger, ça va être le cirque. Pire encore, si vous travaillez à côté du robot et vous faites d'autres opérations, ça va se voir au même endroit. Pire encore, si vous avez d'autres robots ou d'autres indicateurs qui génèrent du texte, vous allez être largué. Donc, il existe une solution, c'est faire notre propre système de log. Comme ça, je laisse MetaTrader faire sa tambouille dans son coin, et nous, on fait la nôtre dans notre coin. Et comme ça sera facile. Pour programmer le système de log, on va le faire en objet, en programmation orientée objet. Pourquoi? Parce que cet outillage, cette fonction de log, je veux faire quelque chose qui soit transportable. C'est-à-dire qu'on va le coder et vous pourrez l'utiliser, on va l'utiliser dans le robot, mais vous pourrez aussi l'utiliser dans tous vos programmes.
sans aucune distinction, sans aucune modification de vos programmes. Ça sera intégralement intégré sans faire une seule ligne de code modifiée. Et ça, c'est le but. Et c'est là où on va voir l'intérêt d'avoir du codage objet plutôt que du procédural. Quand on crée une fonction, et là en l'occurrence un objet, on a grosso modo 3 questions qui nous viennent à l'esprit. La première, c'est à quoi va servir cet objet? Le quoi, à quoi va servir cet objet? Parce que faire des objets en logiciel, c'est bien beau, mais si ça ne sert à rien, ça ne sert pas à grand chose. Donc, à quoi ça va servir? Bonne question. Autre question, le quoi, ok, mais surtout, le contenant. Que va contenir l'objet? Est-ce que c'est purement du traitement ou est-ce qu'il y a des données dedans? Est-ce que ça va manipuler des données? C'est important de savoir aussi ça parce que ça va dimensionner tout ce qui va être dans l'objet. Et du coup, après, on va grouper le quoi et ce que ça va contenir par comment cet objet va nous être utile. Parce que, comme je vous ai dit, on peut coder, puis c'est de la ligne, c'est facile, on a une idée, on y va, on trash, et à la fin, on a une espèce de code. Mais si on fait du code qui sert à rien, ça sert à rien. Donc c'est très important de savoir comment on va l'utiliser de manière à vraiment réfléchir pour pas surtout que l'objet nous complique la vie. Ça m'est déjà arrivé une fois de faire un objet qui était censé être vachement bien, il m'a vachement fait chier, surtout parce que j'avais pas assez réfléchi. Et à la fin, d'ailleurs, je l'ai refait intégralement parce que ce que j'avais fait, c'était du code compliqué, tout ça, mais surtout qui était inutilisable derrière. Ça n'avait pas de sens, en fait, c'était ridicule. Bon, déjà, à la question à quoi va servir le log, le système de log, l'objet qu'on va créer. C'est simple. Je veux enregistrer mes logs dans un fichier qui sera un fichier par jour, donc dans un fichier journalier. Je veux que ce fichier, je puisse le lire quand je veux, et je veux aussi qu'il soit structuré pour que je puisse rapidement trouver les informations que je veux. Ça, c'est ce que je veux et c'est ce qu'on va faire. Que va contenir l'objet? En fait, l'objet en lui-même, il ne va pas contenir grand-chose, voire il ne va rien contenir du tout. En tout cas, dans la fonction de log, puisqu'en fait, c'est un fichier qu'on va gérer. Donc il va contenir bien sûr les données qui vont nous permettre de gérer le fichier, mais il va vraiment contenir aucune donnée en lien avec les logs. Donc le contenant, quelque part, à part le côté technique, il n'y a rien. Voilà. La troisième question, comment l'utiliser? En fait, je veux quelque chose qui soit le plus simple possible. Par exemple, je veux juste une fonction qui va envoyer un message. Et voilà. Et après, c'est l'objet qui se débrouille pour savoir dans quel fichier, s'il doit l'ouvrir, le fermer, le renommer, le bouger, je ne sais même pas ce qu'il va faire. Je m'en fous en tant qu'application. Moi, je veux juste avoir une fonction qui va émettre un message. Et ce message ira dans le fichier comme il faut. Si c'est simple, ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser et que vous allez pouvoir l'utiliser sans vous prendre la tête sur des trucs compliqués. Donc ça, c'est très très important aussi. Voilà, écoutez, je pense qu'on a répondu aux 3 questions. Normalement, vous voyez, c'est assez simple sur le principe. D'ailleurs, il faut que ce soit simple, sinon on va pas réussir à le coder. Donc il faut que ce soit simple. Dans le contenant, j'ai oublié de dire quand même que je veux, c'est un peu le quoi et le contenant en même temps, je veux pouvoir définir un niveau dans les logs que je vais envoyer. Typiquement là, si je veux envoyer des logs sur, par exemple, les alertes, les erreurs, des informations classiques ou des informations plus de débugage pour faire des petits messages de mise au point et peut-être d'autres messages à côté. Je veux pouvoir définir lesquels je veux voir sortir. Voilà, de façon assez simple aussi. Ça, c'est important parce que je veux éventuellement pouvoir adapter le robot et les logs en fonction de mon réel besoin, sans toucher le code. C'est ça qui est important. L'objet qui va gérer les logs, je vais lui donner un petit nom. Alors, le petit nom, ça sera C. Alors, pourquoi C? Parce que dans le langage MQL4 et MQL5, pour faire un objet, c'est une classe. Donc, je préfixe tous mes objets par un C.
et après je vais l'appeler clog. Voilà. Ça sera ce qu'on va créer ensemble. Donc je vous rappelle, moi j'ai des règles de nommage. Hein. Par exemple, rapidement, C, c'est pour tout ce qui est classe. G en majuscule, c'est pour toutes les variables globales. Tout ce qui est I underscore, c'est pour les paramètres que je passe dans mes fonctions. Tout ce qui est L underscore, c'est pour les variables déclarées en local. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? J'ai tout ce qui est K. K avec quelque chose derrière, c'est une constante. M aussi, M majuscule, c'est pour les macros. On verra, vous inquiétez pas, on aura d'autres occasions pour voir ce que c'est. Voilà, c'est des règles de nommage que je me donne. C'est généralement très très facile. Toutes mes fonctions commencent par une majuscule. Toujours une fonction avec une majuscule. Puis après, les lettres minuscules. Et si je fais par exemple fonction écrire, je ne mets pas d'underscore, je fais comme ça. Avec les lettres majuscules qui définissent en fait les mots. Bon, on verra, vous inquiétez pas, au fur et à mesure, on verra ça. Pour l'instant, je vais surtout voir avec vous les différents algorithmes pour vraiment vous expliquer comment je vois les différents traitements pour répondre à ces trois questions. Bon, on va commencer par l'algorithme sur l'écriture dans le fichier des logs. Donc on va commencer, je vous ai tout mis sur l'écran. Hein. On va commencer déjà par tester si le fichier il est ouvert. Si il est ouvert, à ce moment-là, on va regarder si la date courante, donc jour et année essentiellement, enfin jour, mois, année, est identique à la date jour, mois, année du fichier qui est ouvert. Si c'est différent, à ce moment-là, on ferme le fichier des logs actuel, vu que ce n'est pas la même journée. Donc on ferme le fichier actuel. Ensuite, si le fichier est fermé, on va vérifier pour l'ouverture du nouveau fichier, qui sera donc par rapport à la date courante. Et ensuite, on va quand même vérifier s'il est ouvert. Alors pourquoi on revérifie s'il est ouvert? Parce que si jamais l'ouverture s'est mal passée, on risque, si on passe pas par là, d'écrire dans un fichier qui n'est pas ouvert. Donc il vaut mieux retester avant. Ça coûte rien en plus. Donc on sait si le fichier est ouvert. Et s'il est ouvert, on écrit dans le fichier. Et c'est fini. Maintenant, regardons un peu les différentes choses. Si le fichier n'a jamais été ouvert, ou il a un problème d'ouverture, en fait, on passe par là, et à ce moment-là, on va directement sur l'ouverture du fichier. Et ensuite, bien sûr, l'écriture. Ensuite, si là, le fichier est ouvert, très très bien, mais la date est identique. À ce moment-là, on saute directement vers l'écriture dans le fichier. On passe pas par l'ouverture, ça n'a pas de sens, vu qu'il est déjà ouvert. On ne reteste pas le fichier, vu qu'on vient de le faire ici. Ce serait ridicule de faire deux fois le test. Donc en fait, on va directement sur l'écriture dans le fichier. Voilà, c'est pas très compliqué. Maintenant, ça, c'est, on va dire, la théorie. Dans la pratique, là, vous voyez que les flèches, elles vont à droite, à gauche, c'est très très bien. Mais on peut très difficilement écrire un code, alors, sauf dans des langages, on peut faire des goto, mais les goto, c'est franchement dégueulasse. Donc, on ne peut pas écrire un code propre si on a des flèches comme ça qui rentrent dans un bloc de conditionnel avec un autre C. Tout se croise, c'est pas cool. C'est pour ça que je vous ai mis ici des flèches, la flèche en pointillé bleu, qui, en fait, c'est vraiment ce qu'on va réaliser. On va effacer ça. Tac. Et on va faire, si la date est identique, à ce moment-là, on va ici, au même endroit que là. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment premier bloc de contrôle et deuxième bloc de contrôle. On va pouvoir faire vraiment un code lisible et propre en faisant ça. Alors, vous allez dire, mais pourquoi on va ouvrir, pourquoi on ferait l'ouverture d'un fichier qui est déjà ouvert? Mais non, parce que dans cette fonction-là, dans ce traitement, on va vérifier, on va refaire est-ce que le fichier est ouvert. Et s'il est déjà ouvert, on ne fait rien et on ressort directement. Voilà, ça mange pas de pain. Surtout que maintenant que j'ai fait ça, qui est vraiment pour l'écriture dans le fichier, c'est le but, hein, et on écrit dans le fichier, on va créer deux fonctions différentes, la fonction de fermeture et la fonction d'ouverture. On va mettre à l'extérieur. Pourquoi? Parce que la fermeture, on va aussi utiliser la fermeture quand on va arrêter le logiciel ou quand on va couper l'objet, quand on va le supprimer.
il faudra quand même fermer le fichier qui est ouvert. Donc on va devoir appeler à deux endroits différents cette fonction de fermeture. Donc autant faire une fonction directement. L'ouverture, on va le faire que là, mais je me suis dit, puisqu'on fait une fermeture, autant avoir une fonction d'ouverture. Et puis comme ça, si un jour vous avez besoin dans un autre endroit de faire une ouverture de fichier, vous saurez comment faire, c'est là. Voilà pour la première partie qui est l'algorithme de l'écriture dans le fichier des logs. Voyons maintenant l'algorithme pour ouvrir le fichier des logs. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, la première chose qu'on va voir, c'est est-ce que le fichier est déjà ouvert. S'il est déjà ouvert, on va directement à la fin, on ne fait rien, c'est pas la peine. Par contre, s'il n'est pas ouvert, on va enregistrer la date du fichier, donc la date du jour, la date courante. Ça, c'est important parce que vous avez vu que juste avant, on a vérifié si la date du fichier était identique à la date du moment, la date courante. Donc, c'est important de l'enregistrer. Ensuite, on va ouvrir le fichier, évidemment, ça c'est la fonction MetaTrader, et on va quand même vérifier si on a une erreur. Là, c'est particulier, c'était pas prévu initialement, mais je vous dis pourquoi. Si on n'a pas d'erreur, en fait, on va enregistrer comme quoi on n'a pas envoyé l'état, on verra tout à l'heure, et on va déplacer à la fin du fichier. C'est surtout ça qui est important, ça on verra tout à l'heure. Pourquoi on se déplace à la fin du fichier? Imaginez que vous ouvrez le fichier le matin, enfin vous ouvrez le robot le matin, donc le matin il va ouvrir un fichier des logs pour la journée. Le fichier des logs est vide. Il va commencer à écrire des choses dedans et puis pour X raisons vous l'arrêtez dans la journée. Et vous le rallumez après. Si vous le rallumez, si vous remettez en route le robot, il va ouvrir le fichier, encore une fois, puisque là c'est la première fois. Et quand on ouvre un fichier, généralement, il se retrouve au début du fichier. Et si vous écrivez dedans, il va écraser ce qu'il a déjà écrit avant. Donc c'est très important de se déplacer quand on ouvre un fichier, qu'on a pu potentiellement déjà ouvrir, se déplacer vers la fin, comme ça on va compléter le fichier avec les données qu'on n'aura pas perdues de la précédente fois. Donc ça c'est très important, puis après c'est fini. Je reviens ici. Qu'est-ce qui peut se passer? Pourquoi j'ai fait cette tambouille entre ces deux trucs-là? Parce que à chaque fois que vous allez envoyer un log, vous allez passer par la fonction d'écriture qui peut potentiellement passer par l'ouverture. Si le fichier, par exemple, n'est pas ouvert, il passe par là. Si maintenant j'ai une erreur, parce que, par exemple, le nom du fichier est incorrect, parce que le disque est plein, parce que le nom du répertoire est incorrect, enfin bon, parce que X bonnes raisons, ou mauvaises, si j'ai une erreur à l'ouverture, par exemple que le disque est plein, en fait, à chaque fois que le robot va tenter d'écrire sur le disque, on aura toujours la même erreur. Et vous voyez que si j'ai une erreur, moi j'envoie un état. Alors pas dans le fichier des logs, puisqu'en fait j'arrive pas à l'ouvrir. Je vais faire un print. Donc je vais faire un print qui va directement sortir sur la console de MetaTrader. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire un log, à chaque fois j'aurai un message d'erreur qui va dire problème d'ouverture de fichier, problème d'ouverture de fichier, problème d'ouverture de fichier. Ça va être long à la fin, ça va vous paraître très très long. Donc, pour éviter d'avoir cette erreur à répétition, j'ai un état qui veut dire, enfin j'ai un flag, un booléen, enfin vous l'appelez comme vous voulez, qui me dit est-ce que j'ai envoyé mon état d'erreur ou j'ai pas envoyé mon état d'erreur. Si j'ai une erreur, à ce moment-là je regarde est-ce que l'état a déjà été envoyé. Si ça n'a pas été envoyé, à ce moment-là j'envoie l'état, donc je fais un print, et surtout je mets cette information étant envoyée égale à vrai. Comme ça, donc l'erreur est connue. On a l'information de l'erreur. Si je refais un log et que je repasse par là, il y a de fortes chances que je retrouve la même erreur. Mais l'état est envoyé. Il a déjà été envoyé. Donc du coup, je ne raffiche pas cet état et je sors directement. Donc l'erreur, je l'ai qu'une fois. Maintenant, imaginez que d'un seul coup, vous faites du ménage dans votre disque et vous avez de la place sur votre disque. Donc, du coup, le fichier s'ouvre correctement. J'ai plus d'erreur. J'ai plus d'erreur, donc du coup, j'efface mon information de l'état envoyé, puisque j'ai plus d'erreur. Je veux potentiellement, si un jour j'ai une nouvelle fois une erreur, retrouver un message d'erreur. Donc, j'efface l'état envoyé, je le mets à faux, et après, tout se passe bien. Jusqu'à
potentiellement la prochaine erreur, où là je repasserai par là et j'enverrai un nouveau message d'erreur. C'est une astuce, on peut appeler ça comme on veut, pour éviter d'avoir des messages d'erreur à répétition. Ça peut vous... Alors par contre là vous pouvez bouffer un disque hein, parce que ça peut y aller très très fort. Pas là parce que ça ne concerne que les logs, mais par exemple ça m'est déjà arrivé, et là le disque s'est rempli très très fortement. À chaque tic, j'avais un traitement. Un traitement, et dans ces traitements, j'avais toujours un cas, si jamais j'avais une erreur, je mettais un message d'erreur. J'étais censé avoir cette erreur que extrêmement rarement. Sauf que là, j'avais très bien codé. D'accord. J'avais très bien codé, et en fait, l'erreur, je l'avais à chaque fois. Et je m'en étais pas rendu compte de suite. Ce qui fait que le fichier des logs, en fait, que j'avais, il faisait 3 ou 4 gigas. Enfin, c'est gros. C'est un très très gros fichier. Avec toujours le même message. C'est bon, une seule fois m'aurait suffi. Voilà, donc maintenant pour éviter ce genre de choses, dès que j'ai potentiellement des erreurs qui peuvent se répéter, j'ai ce genre de traitement avec un booléen, c'est souvent un booléen, qui permet de dire est-ce que ça a déjà été envoyé ou non, et que je remets à l'état 0 en fait, à l'état faux, dès que ça marche. Comme ça au moins, voilà, je ne suis pas embêté. Voilà, ça c'est pour l'ouverture du fichier. Bon, on va finir par un truc assez simple, c'est la fermeture du fichier. Bon, là, c'est pas très compliqué. Est-ce que le fichier est ouvert? Si oui, bah, je ferme le fichier. Quand on ferme le fichier, on peut aussi remettre à zéro, par exemple, la date du fichier, la date courante du fichier, et on peut effacer aussi le booléen qui indique qu'on a eu des erreurs à l'ouverture. Juste au cas où, comme ça on est tranquille. Voilà. C'est un nouveau fichier, donc on repart avec une base saine. Voilà, la fermeture du fichier. Maintenant, on a vu avec ça donc l'écriture, l'ouverture, la fermeture du fichier. Mais écoutez, on a tout vu. Donc dans la suite des vidéos, on va voir maintenant le code de l'objet des logs, donc de la fonction des logs, avec la gestion des niveaux de logs, la gestion de l'envoi des logs, l'écriture des logs dans les fichiers, avec les deux fonctions d'ouverture du fichier et de fermeture. Avec ça, voilà, on aura vu l'ensemble des logs et puis après on pourra le coder, on pourra le tester, l'intégrer dans un robot qu'on va faire. Bon, ça va être sympa la suite. Bon, comme vous avez vu, cette vidéo est assez technique quand même, donc je vais vous laisser redescendre en pression, la regarder une deuxième fois, pourquoi pas, si vous voulez vraiment comprendre des détails. Si vous avez des questions, les commentaires sont là. Si vous avez des conseils, les commentaires sont là, je prends tout. Hein. Si vous avez des remarques alors, constructives, hein, venez pas me chier dans les bottes pour dire que je fais de la merde. Si vous n'êtes pas d'accord, ben, au revoir. Si vous êtes OK, ben, vous restez, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut rester constructif. On a tous des modes de construction, d'élaboration, de stratégie, ou d'algorithmie, ou de codage différents. Donc acceptons les différences, ça ne fera pas de mal dans ce monde qui part en couille. Voilà, une petite remarque tout à fait personnelle. Avant la prochaine vidéo qui va vraiment s'occuper du code, on va vraiment coder intégralement l'objet. Je vais vous montrer comment moi je l'ai codé dans le détail. Vous pouvez toujours vous coder votre propre objet. Allez-y, apprenez à le faire tout seul. Hein, même si ça marche pas, on s'en fout. C'est pas le but en fait. C'est juste apprendre à manipuler les choses, à aller jusqu'à la compilation. Allez-y, et puis du coup, la semaine prochaine, quand je ferai l'autre vidéo, on pourra regarder les différences potentiellement, et puis voir peut-être que vous avez une meilleure approche, ou peut-être que la mienne est meilleure, on s'en fout, hein, la différence fait le monde, hein, donc voilà, on verra ça ensemble. Donc là, écoutez, la vidéo est terminée, donc si vous voulez pas rater la suite, vous savez ce qu'il y a à faire, l'abonnement, ça vous évitera de me tracer à la culotte comme ça. Si vous êtes OK pour cette vidéo, si ça vous plaît, si le format vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs, parce que là pour l'instant c'est une première, donc peut-être que je vais un peu m'adapter. Donc n'hésitez pas à le dire. Si ça peut plaire à quelqu'un d'autre, partagez-la aussi. Et puis moi, je vais vous laisser. Faites de bons trades si vous êtes sur les marchés, faites de bons codes si vous êtes sur MetaTrader ou d'autres travaux. Et puis nous on se voit à la prochaine fois pour vraiment taper dans le code. À bientôt.